Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous présenter ce nouveau numéro de Fièrement Congolais. Non, mieux, Fièrement Africain. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons un Africain qui est digne de pouvoir être présenté devant vous, parce que c'est un Africain qui a du souci, animé d'un grand souci pour ses frères, pour ses sœurs. C'est un panafricaniste hors pair, parce qu'aujourd'hui, il a décidé de fouler ses pieds en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa. Il entend parler et ici, il le sait. En tout cas, que les Kinois, les Congolais vont le recevoir avec la matière qu'il nous apporte pour nous permettre d'être des personnes solutions et non des personnes à problème. Madame, Monsieur, fièrement Congolais, fièrement Africain, de ce jour va vous permettre de vous découvrir vous-même. C'est pourquoi je vous conseillerais de prendre un calepin, de prendre un stylo, parce que vous allez noter. Et en notant, après cette émission, vous ne serez plus la même personne. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune fille, jeune garçon, même enfant, parce que merci beaucoup à tous les enfants qui regardent cette émission, Fièrement Congolais. Je crois qu'après, vous serez une autre personne et vous allez bien jouer votre rôle et surtout vous allez bien remplir la mission que le Seigneur vous a donnée sur terre. En fait, j'ai deux, avant de présenter mon invité, voilà. J'ai les deux cahiers. Mon cahier. Vous avez vu? Ça va nous permettre, c'est ici que nous allons puiser de la matière. Alors, qui nous amène, qui nous apporte cette matière? C'est le coach, le master coach Jean-François Yoman. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Ah, j'allais dire Yako. C'est pas, non, c'est pas le moment de dire Yako. Hein. C'est pas le moment de dire Yako. Mais on va dire Yako après. Monsieur le master coach Jean-François Yoman, bonsoir. Mais moi je dirais une beauté, cher sœur. Ah voilà, là ça montre déjà que vous êtes à Kinshasa. Exactement. Alors c'est un plaisir, c'est un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau, ce chaleureux plateau que je regarde déjà depuis Abidjan et quand je suis dans la sous-région africaine et que j'ai le plaisir de pouvoir fouler du pied à travers cette émission. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Êtes-vous fier d'être africain? Bien sûr. Master coach éthique. Mais bien sûr. Qui ne serait pas fier d'être africain, qui ne serait pas fier d'être né dans le berceau de l'humanité? L'Afrique, pour ma part, c'est le cerveau du monde. Okay. Regardez simplement et attentivement la carte de l'Afrique. Et si vous faites très attention à la carte de l'Afrique, vous verrez que ça ressemble à une tête humaine. Tout à fait. Je n'ai jamais remarqué. Vous voyez que ça ressemble à une tête humaine. Et toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu comme la nuque. Ok. Et vous verrez que la partie qui va vers Madagascar ressemble au nez. Et le front, c'est toute l'Afrique du Nord. Et le menton, c'est toute l'Afrique du Sud. Mais l'oreille, c'est l'Afrique centrale. Oh, vous avez très bien défini l'Afrique. En tout cas, moi-même, je me sens fier de vous avoir sur ce plateau parce que on a entendu parler de vous et aujourd'hui, nous sommes honorés par votre présence et la République démocratique du Congo va sûrement se retrouver par rapport à ce que vous nous avez apporté. C'est en tout cas de la bonne nourriture qui va nous permettre de grandir spirituellement, qui va nous permettre de grandir professionnellement, qui va nous permettre de grandir personnellement. Parce que coach, master coach éthique, vous êtes certifié professionnel et vous avez démarré votre carrière de coach en développement personnel par le training de personnalités ecclésiastiques, politiques, artistiques en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc vous fréquentez que de grandes personnes. Alors les téléspectateurs qui nous suivent, ce sont des simples citoyens. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une simple graine, n'est-ce pas, ou un simple grain de maïs, ça peut paraître quelque chose de simple, mais dans ce simple grain se trouve le prochain épi de maïs. Si vous prenez un noyau de mangue, c'est un simple noyau, mais à l'intérieur se trouve un arbre.
Voyez? Et donc, c'est pour moi, c'est important que chacun comprenne qu'il y a en lui la prochaine dimension qui n'a peut-être pas encore été manifestée. Parce que la personnalité que nous connaissons aujourd'hui n'est pas née avec cette personnalité, elle est devenue. Et nous avons tous, autant que nous sommes, la capacité et le pouvoir de devenir la meilleure version de nous-mêmes en découvrant le but ultime pour lequel nous sommes sur cette terre. Donc, chacun d'entre nous est appelé à briller de sorte qu'il n'y a personne qui soit simple ou inutile sur terre. Ah, ça là, ça commence déjà, vous voyez, hein, je vous avais prévenu, ça commence déjà. Alors, Master Coach, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du coaching. Parce que quand on dit coach, celui-là c'est mon coach, celui-là c'est mon coach, des fois, on a du mal à cerner ou à donner la vraie définition du coaching. C'est quoi le coaching? Alors, déjà, à l'origine, il faut savoir que le mot coach provient des voitures ou des voiturettes qui étaient conduites par des chevaux. Vous voyez dans les films western autrefois, on avait quelqu'un qui tirait les chevaux et il y avait un calèche dans lequel il transportait des voyageurs. Donc, entre le 17 et le 18e siècle, dans le village de Cox en Hongrie, c'est à Budapest, il y avait donc dans ce village des personnes qui fabriquaient ce type de voiture. Et donc, on appelait ces voitures-là du nom du village. Le village, c'était Cox, qui veut dire cheval, qui veut dire conducteur, et on a donné ce nom simplement à un métier. Donc, celui qui conduisait cette voiturette s'appelait simplement le coachman. C'est-à-dire celui qui aide une personne à aller d'un point A vers un point B. Il avait en fait, ces conducteurs-là, deux particularités. La première, c'était qu'ils maîtrisaient vraiment leur engin, mais ils avaient aussi une parfaite connaissance du chemin. On sait qu'autrefois, il y avait pas mal de brigands, de voleurs sur les chemins qui attaquaient les voyageurs. Et donc, avoir un conducteur permettait aux voyageurs d'éviter les mauvais chemins. Alors, voyez-vous, progressivement, le coach est devenu ce spécialiste de l'accompagnement qui aide une personne, un groupe de personnes ou une entreprise à mobiliser ses ressources, à déployer son potentiel pour atteindre un objectif. Alors, pour le devenir, comme je l'ai dit, il est nécessaire de se faire former pour connaître véritablement l'humain. Parce que l'humain, il est tridimensionnel. Il a une dimension esprit, il a une dimension âme et il a une dimension corps. Et vous voyez, c'est important lorsque nous voulons aider une personne d'avoir les meilleurs outils possibles pour aider cette personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Et c'est là où le coaching devient cet outil puissant, cet outil important. C'est vrai qu'on le découvre peut-être que récemment, mais le coaching a toujours existé. Dans l'Afrique traditionnelle, le coaching a toujours existé. D'ailleurs, nous nous remontons déjà au 4e siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, avec Enzo Socrate, qui accompagne sa mère, qui est une matrone, qui est une sage-femme, qui accompagne sa mère faire des accouchements. Et il observe que lorsque sa mère va faire des accouchements, les femmes viennent avec le ventre déjà à 9 mois et elles retournent avec leur bébé. De là, Enzo Socrate va mettre en place ce qu'on appelle la maïotique. La maïotique. Qui est l'art du questionnement. N'est-ce pas? La capacité à aider une personne par elle-même à trouver les ressources et les solutions. Voilà d'où vient pour notre part le coaching. Mais en vrai, la mère de Socrate, Phénérette, était une sorte de figure qui présageait de ce que le coaching allait devenir quelque chose qui provient de l'Afrique. Puisque, en tant que matrone, elle vient en Afrique, donc à partir de l'Égypte, pour apprendre les techniques de l'accouchement. Enzo Socrate lui-même vient s'abreuver à la source de la connaissance en Afrique. Ce qui fait que nous sommes fiers aujourd'hui de porter l'étendard du coaching qui n'est pas une affaire de blanc. Et ça, c'est important qu'un Africain qui m'entend, qu'un Congolais qui m'entende, sache que l'origine du coaching est d'abord africaine. C'est ici que s'est trouvée la sagesse d'antan, que simplement des Grecs, n'est-ce pas, des érudits grecs, etc., ont pris et sont allés à Athènes pour développer simplement cette connaissance-là. Donc voilà l'origine donc du coaching. Et donc progressivement, le coaching va traverser, on va se rendre compte que les États-Unis ont besoin de se reconstruire.
Et à ce moment-là, des coachs professionnels vont booster la mentalité des Américains. D'ailleurs, dans un célèbre livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, on va se rendre compte que déjà à cette époque-là, des figures importantes de la psychologie positive commençaient donc à booster le mindset, à booster la mentalité des Américains. Et on va se rendre compte que plusieurs hommes importants vont commencer à développer des théories extrêmement puissantes pour faire comprendre à chaque personne que nous devenons le fruit et le résultat de nos propres pensées. Ainsi donc, le coaching va voir le jour et puis va se déporter tout doucement au niveau donc de la France. À partir des années 1988, on va avoir l'arrivée des premières écoles et organisations de coaching, et l'Afrique depuis la fin des années 90, début des années 2000. Donc on va dire à peu près, il y a une vingtaine, une trentaine d'années que le coaching professionnel fait son entrée à travers les entreprises d'abord, puis le coaching de vie va devenir un moyen par lequel les personnes qui désirent améliorer leurs conditions de vie, développer leur performance, l'harmonie de leur couple, la communication, la confiance en soi, l'estime de soi, et donc devenir une meilleure version de soi-même, va passer effectivement par l'accompagnement de ces professionnels-là. Voilà un tout petit peu l'histoire du coaching tel que nous le pratiquons. Merci beaucoup, c'était important. Quand vous parliez, ça me fait penser à ce que la Bible nous relate par rapport au talent. Il y a le maître qui vient, il donne à une personne un talent pour fructifier, à l'autre 2, à un autre 3. Mais celui qui n'en avait qu'un seul, il n'a pas pu fructifier, il est allé cacher parce que il dit que le maître est trop exigeant. Est-ce que c'est pas l'Africain? Parce que en fait, l'Afrique, vous avez dit que ça a commencé en Afrique. Oui. Mais l'Afrique est entrée dans une somnolence. Et il a fallu qu'on ait des master coach comme vous, parce que vous aimez l'Afrique pour commencer à réveiller les Africains. Exactement. Alors, comment faire, quels sont les différents éléments qui sont entrés en ligne de compte pour que l'Afrique ou l'Africain puisse s'ignorer à ce point? Alors, de mon point de vue, quand j'observe l'histoire récente et même l'histoire lointaine de notre continent, notre cher continent, l'Afrique, je peux observer que nous avons connu un véritable esclavage mental. Pour moi, l'esclavage le plus grave n'était pas le fait de lier les mains et les pieds, mais c'était de lier l'esprit. Voyez, et ça, c'est vraiment une des choses les plus graves. Voyez-vous, une anecdote raconte que en Inde, lorsque un éléphant naît, on va le maintenir attaché à une corde. Donc, la patte va être attachée à un arbre grâce à une corde. Et l'éléphant, aussi longtemps qu'il va rester là et qu'il va essayer de tirer le pied, qui sent que le pied est bloqué, il ne va plus bouger. Et même à l'âge adulte, il refuse de bouger. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il pense qu'il est toujours attaché. Voyez, donc une des choses les plus graves que l'Afrique ait connue dans son développement, en tout cas dans son histoire, c'est le fait qu'on ait réussi à inculquer à l'Africain qu'il n'est pas capable. Voyez, et je pense que nous, on n'a aucun problème avec le blanc, on n'a aucun problème avec la race blanche, mais je pense qu'ils ont compris quelque chose de fondamental, que s'ils venaient par la force, c'était déjà raté. S'ils venaient par la puissance de leur richesse, c'était raté, parce que on a eu des grands royaumes comme le royaume de Mansa. Mansa Moussa, qui est l'homme le plus riche du monde, jamais connu dans l'histoire de l'Afrique. Donc nous sommes fiers de savoir qu'il pouvait quitter donc l'Afrique et aller à la Mecque avec des millions de tonnes d'or. C'est incroyable ce que l'Afrique a connu. Mais en même temps, première chose, c'est le mindset. Et c'est pour ça que nous travaillons essentiellement sur 3 aspects du mindset. Le premier aspect du mindset, c'est votre état d'esprit. Vous savez, vous devenez le résultat des choses que vous croyez le plus. Si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, disait Walt Disney, alors vous n'allez pas y arriver. Mais si vous croyez que vous allez arriver, aussi vous avez raison. Donc c'est important de savoir que dès lors que le mindset de l'Africain a pris peur par rapport au fait qu'il n'est pas capable,
il n'a pas le potentiel nécessaire, il n'a pas les capacités nécessaires. Donc, son esprit a été réduit à l'esclavage. Et même quand les chaînes ont été coupées sur ses bras et ses pieds, son esprit est resté enchaîné. La deuxième chose qui a peut-être été un des facteurs qui a réduit l'Afrique à ce niveau de sous-développement au niveau mental, c'est le fait de mettre les frères et les sœurs en concurrence. Dès lors qu'on te donne l'impression que ton succès est empêché par quelqu'un, dès lors qu'on te donne l'impression que c'est l'autre qui est responsable de ton malheur, on a créé les conditions pour ne pas en sortir. Alors une autre anecdote raconte qu'on a mis des Européens ensemble dans un trou et on a laissé le trou ouvert, n'est-ce pas? Et on a mis des Africains, non, on a plutôt fermé le trou et on a mis des Africains dans un autre trou et on a laissé le trou ouvert. Et les Occidentaux se sont entendus entre eux et ils ont dit on va choisir un d'entre nous qui va monter. Et chacun a prêté son épaule et ainsi de suite. Le premier est sorti et il a essayé de faire sortir les autres. De l'autre côté, où il n'y avait même pas de fermeture, eh bien voilà ce qui s'est passé. D'abord, qui va prendre le leadership? Donc l'Africain a un vrai problème de leadership. Voyez? Qui va accepter, n'est-ce pas, qu'on marche sur son épaule et qui va accepter d'être celui qui marche sur l'épaule? Ils ont passé le temps à se disputer sur ça et ils ne sont jamais sortis. L'histoire raconte qu'ils sont encore dans ce trou-là. Donc la vraie vérité, c'est quoi? C'est que si mon mindset n'est pas vitaminé, si mon mindset n'est pas transformé, d'ailleurs j'aime beaucoup cette parole de l'écriture en Romains 12, où Saint Paul l'apôtre écrit aux Romains, il leur dit soyez transformés, n'est-ce pas, par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner. C'est ce renouvellement de l'intelligence qui manque. Donc pour moi, les deux plaies les plus graves, le cancer qui tue le continent, ce n'est pas le cancer de sang, ce n'est pas le cancer du sein, ce n'est pas le cancer de la peau, c'est le cancer de la mentalité et du leadership. Si l'Africain réussit à accepter qu'il est capable et qu'il voit son frère, non pas comme un concurrent, mais comme un allié, qu'il voit son frère en face de lui comme celui avec qui il peut réaliser de grandes choses, notre continent va impacter et étonner le monde. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et que nous devons pouvoir comprendre. Alors, comment y arriver? Parce que là, nous sommes ancrés là-dedans et c'est une guerre interminable. Nous les voyons dans des entreprises, nous les voyons au sommet de l'État, au toi que je m'y mette, c'est pas toi le meilleur, c'est moi. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez du mal à tirer les autres qui sont encore à ce bas niveau. Alors, comment en sortir? Je sais que vous nous avez apporté des recettes et il y a déjà JICA qui organise des sessions, des coachings, je crois, auxquels beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes vont prendre part. Mais dites-nous, même un peu de mots, pour donner un peu, mettre un peu de l'eau sur les lèvres sèches des Congolais, des Africains qui nous regardent, comment faire pour sortir de cette situation? Vous voyez, j'ai une recette toute simple que je définis par les 3 H. Et pour moi, JICA Corporation, qui est donc la structure dans laquelle Gisèle Catal exerce, pour moi est un modèle. Est un modèle, pourquoi? Parce que elle incarne le premier H. Le premier H, c'est l'humilité. Vous savez, l'humilité vous fera vous rendre compte à un moment donné que vous avez besoin, peu importe la zone de confort dans laquelle vous êtes, que vous avez besoin d'atteindre une zone de grandeur et cette zone de grandeur passe par une zone d'apprentissage. Donc à un moment donné, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de renforcer ses capacités, ses compétences et c'est ce qu'elle a fait. À un moment donné, même avec son cabinet, elle a marqué une pause et elle s'est dit, je veux aller rajouter une corde à mon arc, renforcer mes capacités, m'équiper davantage, devenir une coach éthique avec davantage d'outils pour revenir sur mes positions et aider davantage mes frères et mes soeurs du Congo. Et elle a marqué une pause de 6 mois en acceptant de se faire former. Donc une des clés, je l'aime bien, c'est une femme exceptionnelle. et c'est vraiment l'occasion de saluer vraiment cette grande dame. C'est une grande dame et je crois que
le Congo, l'Afrique doit compter sur ce type de personnes de qualité pour impacter à tous les niveaux. Je suis convaincu que les prochaines heures, les prochaines semaines et les prochains mois qui arrivent vont voir se lever dans ce continent des femmes de la même trempe pour impacter puissamment. Donc la première chose, c'est l'humilité. Mais l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de reconnaître humblement nos difficultés, de reconnaître humblement que nous ne savons pas. Vous voyez, Socrate, que j'aime énormément, dans sa maïotique, parle de 3 phases importantes pour parvenir à la connaissance. Ouais. La première étape, c'est de connaître et de reconnaître qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas? C'est la première chose. Et si je reconnais que je ne connais pas, à ce moment, je suis disposé à apprendre. Une des grosses difficultés que nous pouvons avoir, eh bien, c'est le manque de connaissance. D'ailleurs, la Bible dit, n'est-ce pas? Ouais, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, il est essentiel que nous puissions retourner à la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui est la clé. C'est la connaissance qui nous aide à transformer. Avant que nous puissions utiliser l'or, le diamant, le colbate, le manganèse et toutes ces ressources que nous avons dans notre sous-sol, pourquoi nous n'arrivons pas à les exploiter? Pas parce que nous n'avons pas ce qu'il faut, mais nous n'avons pas la connaissance nécessaire. Et si tu n'as pas la connaissance nécessaire, tu n'as pas les clés qui te permettent de transformer tes richesses. La deuxième chose importante, le deuxième H, c'est l'humanité. Voyez, après l'humilité, c'est l'humanité. Quand je suis humble et que j'apprends et que je découvre mes faiblesses et que je renforce mes capacités, la deuxième chose, c'est que je vais être encore plus humain. Je pense que ce dont le monde a besoin, ce dont l'Afrique a besoin, c'est des personnes humaines, pleines de compassion, pleines d'empathie. Mais quand vous dites ça, parce que là, par rapport à l'humanité, est-ce que c'est pas l'homme africain qui fut les plus humains? Parce que nous le voyons. Ah, mais c'est clair. Mais je viens vous voir, voire même je passais, et tu es à table, tu manges, tu m'appelles, tu ne me connais pas, mais tu m'appelles pour qu'on mange ensemble. Est-ce que et c'est l'une des choses qu'on nous a arrachées. Ok. C'est ça, en fait. Quand on a réussi à convaincre un homme africain qu'il est possible, à partir de simplement un miroir, n'est-ce pas, de vendre son propre frère, de livrer son propre frère. Ça fait mal. Où est-ce qu'on en est? Et aujourd'hui, ce colon ou ce colonialiste ou encore même cet esclavagiste n'est plus là. Non. Mais il a laissé une mentalité, il a laissé une marque qui fait que pour peu, on est capable d'empoisonner. Pour peu, on est capable de détruire l'autre. Parce qu'on a l'impression que c'est l'autre qui empêche notre succès. Et quand on comprend en réalité qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Vous savez, peu importe ce que vous devez devenir dans cette vie, peu importe le type de prière que vous faites, elle passera par une personne. Elle passera par un humain pour vous exaucer. Parce que nous sommes finalement les réponses aux prières que des centaines de personnes peuvent faire dans le monde. Et c'est important que quelqu'un le comprenne, que nous ne devons pas minimiser les autres. C'est ça, être humain. Nous ne devons pas sous-estimer les autres. Nous ne devons pas mépriser les autres. Ne considérons pas une personne que parce qu'elle est capable de faire quelque chose pour nous. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui et que tu sous-estimes, la personne que tu vois aujourd'hui et que tu ne considères pas, peut devenir la réponse à la prière que tu fais. Vous voyez, par exemple, la pénicilline a été créée donc par un médecin, n'est-ce pas? Et ce médecin-là, il a été recueilli quand il était petit par un monsieur. Et ce monsieur s'est occupé de cet enfant. Plus tard, ce monsieur est tombé malade, il a eu une tuberculose violente qui a failli le tuer. Et cet enfant qu'il a recueilli chez lui était devenu médecin, n'est-ce pas? Et c'est ce médecin-là qui a prescrit la pénicilline, qui l'a guéri. Vous voyez, s'il avait méprisé cet enfant, il serait mort plus tard. Donc, c'est important de développer ce côté humain. Et la troisième source, pour moi, la troisième clé qui change les choses, c'est vraiment, pour ma part, c'est l'humour que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est la particularité de l'Afrique. J'aime le Congo parce que je suis venu, je trouve des gens gais, des gens qui dansent, des gens qui se réjouissent et que votre musique intérieure ne s'éteigne jamais. Cette musique intérieure qui fait que même quand on a coupé tous les sons, vous pouvez continuer encore à vous réjouir. Qu'est-ce que j'appelle votre humour? C'est votre joie. Ne perdez pas cette joie. Ne perdez pas ce fil conducteur qui vous permet d'aller de l'avant. Vous savez, une des choses qui fait le plus mal à vos ennemis, c'est de vous retrouver toujours joyeux. Alléluia. Parce que leur but,
c'est que vous soyez triste. Yes. Mais ne leur faites pas ce cadeau-là. Non, pas du tout. Chaque jour, réveillez-vous et soyez encore plus heureux. La joie n'est pas un sentiment, la joie est une décision. Et vous devez décider d'être joyeux. Votre joie ne doit pas dépendre d'un salaire parce que ça peut se couper. Votre joie ne doit pas dépendre de votre relation avec votre femme, elle peut partir. Votre joie doit dépendre d'une décision que vous prenez. Et aujourd'hui peut être le meilleur jour pour décider d'être heureux. Vous imaginez ce que la joie apporte? Autant, n'est-ce pas, d'hormones qui sont libérées. Une personne joyeuse est protégée des attaques cardiaques. Une personne joyeuse est protégée, par exemple, de l'Alzheimer. Une personne joyeuse est protégée de tout ce qui est cancer. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a des thérapies de joie qui sont faites pour des malades qui recouvrent, n'est-ce pas, la santé. Donc, c'est important ces trois choses. Je répète, 1, l'humilité. 2, l'humanité. Et 3, l'humour, la bonne humeur. Et si vous cultivez ces trois choses, peu importe là où vous êtes en ce moment, vous serez capable d'arriver à la prochaine étape de votre vie. Avez-vous pris note des 3 H qui doivent caractériser notre vie? Je vous avais dit, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui vous serez enrichis. Parce que moi-même, en écoutant, en lisant, en tout cas, les phrases que j'ai retrouvées dans cet ouvrage, j'ai commencé déjà à changer mon mindset. Alors, nous allons passer à ce mindset vitaminé. C'est tellement vitaminé que les téléspectateurs qui nous suivent ont hâte de pouvoir être nourris par ces différentes phrases. C'est vrai, dans nos vies, il y a des phrases assassines, mais il y a aussi des phrases qui donnent la vie. Exactement. Alors, tout ce que moi je vois ici, quand vous parlez de coaching pour avoir la confiance en soi, c'est pas facile, hein? C'est vrai, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Vous voyez, il n'a jamais été question que ça sera facile. Mais tout est possible à celui qui croit. Mais à celui qui croit à quoi? À celui qui croit à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Et c'est quoi votre dialogue intérieur? C'est cette petite voix en vous qui vous dit que vous allez y arriver. Même si les circonstances extérieures vous convainquent du contraire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire de ce père de la foi qui s'appelle Abraham. Il a dit qu'il a cru contre toute espérance. Alors que son corps même lui disait, Abraham, c'est terminé. Il a cru en quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Et c'était la promesse qu'il avait reçue. Et la promesse ne trompe pas. Et cette promesse, pour vous, c'est de croire que vous pouvez y arriver. C'est de croire que vous allez y arriver. C'est de croire que même si vous êtes né d'une famille pauvre, dans un quartier pauvre, d'une lignée pauvre, ça ne fait pas de vous une personne pauvre. Ce qui fait de vous une personne pauvre, c'est d'accepter la situation dans laquelle vous êtes. Vous voyez? Et ça, c'est là où commence l'auto-coaching. L'auto-coaching, c'est la capacité que vous avez, un peu comme une graine, d'accepter de planter dans votre esprit. Et c'est ce que Nelson Mandela disait, que c'est dans le cœur des hommes, n'est-ce pas, que la guerre naît. Et c'est aussi dans le cœur des hommes qu'il faut faire germer donc la graine de la paix. Et c'est important que chacun puisse savoir que peu importe ce qu'on a pu dire de toi, ce qu'on a pu dire sur toi, cela ne fonctionne que parce que tu y crois. C'est extraordinaire. En réalité, peu importe ce qu'on te dit, si tu y crois, alors c'est toi qui donnes le cachet. Et c'est important aujourd'hui que quelqu'un comprenne que ce soit ton père, ta mère, ton tuteur, ton oncle, ta tante, peu importe la personne. Si tu décides aujourd'hui que tu ne veux plus valider les paroles négatives que ces personnes ont dites sur toi, aujourd'hui commence une nouvelle vie pour toi. Une vie dans laquelle tu es capable de reprendre le contrôle. Vous voyez, si vous avez votre télécommande en main et que quelqu'un vous arrache la télécommande, c'est terminé. Vous ne pouvez plus suivre le programme de la RNTC, n'est-ce pas, que vous suivez tout à l'heure parce que la personne va zapper. Et beaucoup d'entre nous ont donné la télécommande de leur vie aux autres. De sorte que si quelqu'un est content aujourd'hui, il dit tu es beau, tu es belle, tu ris. Et demain le même vient et dit mais qu'est-ce que tu es laid, qu'est-ce que tu es vilain, etc. Et ça change ton conditionnement. La solution, c'est simplement ceci. Écoutez-moi très bien. Il y a une vraie version de vous qui est cachée à l'intérieur de vous, mais qui ne se manifeste que par la confession de votre bouche. Très bien. Il est dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue et tu en mangeras le fruit en fonction de ce que tu aimes. Et c'est important maintenant de comprendre ceci. C'est que de là où tu es, pendant que tu écoutes cette émission, il est possible que tu commences à répéter au fond de toi, je ne suis pas maudit, je suis béni. C'est incroyable, hein? Ça paraît simple comme ça, mais en le disant, tu es en train de changer ton conditionnement
intérieur. Au début, ça va être difficile, je le reconnais. Parce que une habitude, je le développe dans le livre, ne naît qu'à partir de 21 jours. Et elle se stabilise à partir de 66 jours. Ce qui veut dire que si tu commences dès aujourd'hui à répéter ces affirmations positives dans 3 semaines, faisons le challenge ensemble, dans 3 semaines, toi-même, tu ne te reconnaîtras pas et les personnes autour de toi ne te reconnaîtront pas parce que ce que tu confesseras va influencer ton monde. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu deviens le produit de ces affirmations-là. Imaginez-vous chaque matin, vous vous réveillez, vous dites, je réussirai, j'atteindrai mes objectifs. J'impacterai mon temps, j'impacterai ma génération. Je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Je ne serai jamais le dernier, je serai toujours le premier. Oui, je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais que je vais y arriver. Tous les matins, vous le faites. Tous les soirs avant de dormir, vous le faites. Pendant 21 jours. Si vous ne voulez pas prendre le risque de devenir quelqu'un d'extraordinaire, alors ne le faites pas. Mais si vous voulez prendre le risque de devenir quelqu'un qui impacte, qui influence, alors simplement, avec mon cahier d'auto-coaching pour la confiance en soi, vous avez les instruments, vous avez les outils et je propose un challenge à la fin du livre de 10 jours seulement. 10 jours où vous commencez vous-même à faire une affirmation et à observer ce qui se passe en vous, autour de vous, à travers ces affirmations-là. Voilà, on ne peut pas être toujours présent pour coacher tout le monde. Alors le livre est là pour continuer de faire le travail que nous ne pouvons pas faire. Où trouver le livre? Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui se pose la question. Hein. Donc, il est déjà disponible ici même à la RMTC, mais aussi chez Gisèle Catal à JK Corporation. D'accord. Alors, ça doit aller, ça dépend de vous-même. Vous venez d'écouter. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de foule au sommet de la réussite, ça veut dire quoi? Eh bien, nous n'arriverons pas tous. Très chère sœur, regarde, je vais te donner un exemple de la vie de tous les jours. Lorsque il y a un rapport sexuel, il y a une population de 100 millions à 400 millions de spermatozoïdes qui partent à la rencontre de l'ovule. Mais vous savez ce qui se passe? C'est le plus rapide d'entre eux qui va réussir à féconder. Ce qui veut dire que 999,99 ont échoué, il y a un seul qui est arrivé. Et vous savez, ce seul qui est arrivé, c'est vous. Parce que vous êtes né. Ce seul qui est arrivé, c'est vous. Parce que vous êtes ici. Donc, si vous êtes né, c'est la preuve que vous êtes un champion. Si vous êtes né et que vous n'avez pas été avorté, si vous êtes né et que à votre naissance, vous n'êtes pas mort, c'est la preuve que vous pouvez réussir dans votre vie. Et c'est pourquoi je dis, il n'y a pas de foule au sommet. Combien de personnes réussissent une course? Un seul. Combien de personnes deviennent, on a eu dernièrement les JO. Combien de personnes étaient sur l'estrade numéro 1? Une seule personne. Et vous devez savoir, et ça aussi c'est un mindset, de se dire, on part un concours. Il y a 1000 personnes qui vont s'inscrire pour ce concours. S'il y a 2 personnes qui doivent être inscrites, c'est moi et la deuxième personne se cherche. Voilà une mentalité que nous devons avoir. Oui, on va compétir pour un marché dans une société d'État. Ce n'est pas de se dire, comme je n'ai pas un oncle ministre, je n'ai pas une tante qui est directrice, alors je ne peux pas avoir ce marché. Simplement, conditionnez votre esprit. Et une fois que votre esprit est conditionné, le sommet vous reconnaît et le sommet vous appelle. Le sommet vous reconnaît et le sommet vous attire. Vous savez, il y a des personnes qui courent après des choses et il y a des personnes vers qui des choses courent. Les personnes qui courent après des choses sont des personnes qui ne sont pas encore préparées, qui sont encore en train de tirer le diable par la queue. Mais des personnes qui sont alignées avec elles-mêmes, elles cessent de forcer les relations. Les personnes qui sont alignées avec elles-mêmes, elles cessent de se débattre dans des relations. Lorsqu'une personne sort de leur vie, elles se réjouissent. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'elles savent que en réalité, ce n'est pas elles qui ont perdu, mais c'est la personne qui part qui a perdu. Il faut pouvoir changer de camp. 2 camps dans cette vie. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. 2 camps dans cette vie. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Il faut choisir ton camp, tout simplement. Si tu acceptes d'être parmi les vainqueurs, alors tu peux trouver ta place au sommet, même si il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais moi, Jean-François Yomon, je sais que je serai au sommet. Et toi? Ça aussi, je serai au sommet. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est le mindset vitaminé lorsque vous dites qu'on ne peut pas réaliser les choses extraordinaires en faisant les choses ordinaires. Mais quand on est humain, on est naturel, on peut que faire des choses ordinaires. L'extraordinaire relève de ce qui dépasse nos pensées, tout ce que nous avons, voyons physiquement. Ça dépasse. Mais comment faire?
pour qu'on obtienne la lumière, il aurait fallu que quelqu'un pense à quelque chose d'extraordinaire. Vous savez combien de fois cet inventeur de l'ampoule électrique, a dû tenter l'expérience. Il a tenté l'expérience au moins 99 fois. Et chaque fois qu'il faisait son expérience, ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce qu'à la 100e fois, quelque chose se produise. Pour moi, être ordinaire, c'est abandonner dès les premières difficultés. Être ordinaire, c'est se décourager dès qu'on ne peut pas obtenir de résultats. Être extraordinaire, c'est persévérer. Être extraordinaire, c'est croire en sa vision. C'est si simple que ça. Mais c'est pas simple, comme je l'ai dit. Je l'ai dit, les choses ne seront pas simples, mais elles seront possibles. Donc, commençons à pratiquer l'idée de c'est possible. Regardez par exemple, toutes ces personnes-là que vous voyez aujourd'hui qui arrivent à courir 200 mètres, 300 mètres, 1000 mètres, ce pas des personnes qui ont commencé avec la capacité. Ils ont commencé avec le potentiel. Ils ont travaillé progressivement. Tout est possible si vous vous entraînez. Tout est possible si vous travaillez sur vous-même. Vous voyez, la nature humaine est faite ainsi. Si vous commencez à soulever des poids de 500 grammes, au bout d'un certain moment, ça va être difficile. Mais si vous continuez, vous allez voir que vous allez vous adapter. Après, ça va être 1 kilo. Après, ça va être 10 kilos. Vous pouvez atteindre tout si vous y croyez, si vous y travaillez. Regardez aujourd'hui, l'homme a tout réalisé. Nous sommes allés sur la Lune, nous avons découvert des continents, nous faisons des choses extraordinaires. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est en train de battre des records de connaissances. Donc, la pensée et l'intelligence humaine ne sont pas limitées, mais il faut simplement entraîner notre esprit à ne pas accepter l'ordinaire. L'ordinaire, c'est être paresseux. L'ordinaire, c'est d'attendre que les choses arrivent à nous. L'ordinaire, c'est de croire que tout nous tombera du ciel. Vous savez, j'aime beaucoup cette parole. Il est dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer. Voyez? Mais très peu de personnes ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui met la sémence entre les mains du semeur. Mais une fois que Dieu a mis la sémence entre vos mains, c'est votre responsabilité maintenant de sortir. Donc attention, Dieu vous donnera l'intelligence, mais c'est à vous d'étudier pour avoir vos diplômes. Dieu vous donnera le diplôme, c'est à vous d'aller déposer des CV. Dieu vous donnera le travail, mais c'est à vous d'exceller pour pouvoir monter au plus haut de l'échelle. C'est là où je dis, on ne peut pas être une personne ordinaire et s'attendre à des résultats extraordinaires. Voilà, vous avez parlé de troisième personne. C'est moi-même, troisième personne. Qui sont les deux autres personnes? Moi-même. La troisième personne, moi-même encore. Et je dois savoir qu'en fait, tout part de moi. Oui, dans cette vie, tout part de moi. Si je crois que ma vie n'a pas réussi parce que mon père ne m'a pas mis à l'école, c'est là où mon échec a vraiment commencé. Si je pense que ma vie ne marche pas parce que je ne suis pas aux États-Unis, c'est là que ma vie a échoué. Si je crois que ma vie ne marche pas parce que les autres ne m'aident pas, c'est là que ma vie a échoué. Je dois savoir et m'asseoir un matin chez moi, face à mon miroir, et me dire, Jean-François, tu sais, il ne tient qu'à toi seul de devenir ce que tu dois devenir. Moi, je ne viens pas d'une famille connue. Mon père était un simple instituteur, ma mère était une simple travailleuse dans un institut bancaire. Tout simplement, aucun de mes frères et soeurs même n'est connu. Mais je me suis dit une seule chose, je suis au fond de moi-même convaincu que j'ai un appel pour devenir une personne d'impact. Je le croyais au plus profond de moi-même. Et vous savez, un peu comme l'histoire de David, quand j'en parlais, les gens se moquaient. Et un jour, j'ai dit ceci à un de mes frères. Je lui ai dit, écoute, regarde cette signature-là. Un jour, tu auras besoin de cette signature pour entrer dans des environnements. Regarde ce nom-là. Un jour, tu vas prendre cette carte de visite et tu vas la présenter quelque part. Et on dira, si tu viens à cause de ce monsieur, on te recevra. Tu racontes n'importe quoi. 40 ans après, un jour, je raconte l'anecdote, il est en train de regarder la télé, il me voit sur une émission et il dit aux personnes avec lesquelles il est dans le restaurant, celui-là c'est mon frère. On dit, oh, arrête. Toi, tu peux être ton frère. Si c'est ton frère, donc appelle-le. Que nous sachions que c'est ton frère. Et quand il m'appelait, j'étais sur le plateau en direct, donc je ne pouvais pas décrocher. Et puis c'est un peu plus tard que j'ai vu l'appel et j'ai rappelé. Et il a mis sur le haut-parleur. Et ses amis ont demandé, est-ce que c'est vraiment? J'ai dit, ah, tu te rappelles 40 ans en arrière. Vous voyez, il y a des rêves comme ça qui sont en vous, ne les étouffez pas. Vous pouvez mettre d'une famille et vous êtes le seul un peu différent des autres membres de la famille. Vous avez une mentalité, une vision différente des autres membres de la famille. Et on peut dire, mais toi tu es orgueilleux, ou bien toi tu es suffisant, ou bien toi tu es comme ceci. Généralement, et je le dis vraiment là aux parents qui me regardent
droit dans les yeux, parmi vos enfants, il y aura un d'entre eux qui sera différent. Celui-là, il faut pouvoir veiller à ce qu'il devienne celui que le Seigneur l'appelle à devenir, parce qu'il y a des personnes qui, depuis le ventre de leur mère, sont appelées à devenir des personnes extraordinaires. Et c'est ça, croire en soi et croire en soi. Après, vous allez vous rendre compte qu'au final, dans votre vie, Job l'a dit, vous êtes venu seul. Et seul vous retournerez. Donc en réalité, la seule personne avec laquelle vous passerez le plus de temps dans cette vie, et même après, vous savez c'est qui? C'est qui? C'est juste vous-même. Voilà. Personne ne vous accompagnera. Heureusement que Dieu m'a donné, moi Dieu m'a donné qu'un seul enfant. Et je crois en elle et je construis sa vie comme s'ils étaient nombreux et que lui, elle, je voudrais la faire sortir de l'eau. Alors pour réussir à me décourager, il faut d'abord m'éliminer. Quelle détermination. Exactement. Exactement. Et comme je le dis, il faut réussir à m'éliminer, il faut réussir à éliminer aussi mon Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, m'éliminer veut dire quoi? M'éliminer veut dire réussir à retirer de mon esprit la vision que j'ai. Ah, ça, c'est impossible. C'est impossible si tu ne l'acceptes pas. Tu vois, cher ami, on peut te voler ce livre. On peut te voler ton sac. On peut te voler ton téléphone. On peut te voler même ton projet. Mais on ne peut pas te voler tes idées. Parce que tes idées, c'est une sémence qui est à l'intérieur de toi. Et souvent, je donne cet exercice quand je fais des team building. Je demande aux gens, prenez un stylo, prenez une feuille, imaginez quelque chose et commencez à dessiner. Et ils se mettent à dessiner. Puis, subitement, je viens, je leur arrache les feuilles. Et je dis, continuez de dessiner dans votre main. Et ils se mettent à continuer à faire le même dessin dans leur main. Je leur dis, je vous arrache votre main. Continuez à dessiner dans le vide. Et ils continuent de dessiner. Je leur dis, mais vous aviez la feuille. Quand je vous ai arraché, vous avez continué de dessiner sur votre main. Quand je vous ai arraché votre main, vous avez continué de dessiner dans le vide. Est-ce que vous voyez que je ne peux pas vous arracher le dessin qui est dans votre esprit? Et c'est ça la force d'un homme. C'est la vision que vous avez. Si vous devez prier pour quelque chose, priez que Dieu vous accorde une vision. Avec la seule vision que vous avez, vous pouvez faire de votre vie tout ce que vous pouvez imaginer, même au-delà de ce que vous pouvez penser. Est-ce qu'on est leader? Quand il y a des personnes qui sont des leaders ou on le devient. Je crois. Comment ça s'est construit? Je crois qu'il y a trois dimensions de leader. Il y a le leader né. Je prendrai, comme je m'adresse à mes frères congolais, qu'il y a beaucoup de Congolais chrétiens, David est un leader né. Personne ne lui a appris à devenir leader. Il est dans les champs, voyez, et il se bat contre les ours et les lions. Et il a en lui une prédisposition à devenir quelqu'un de grand. Voyez? Donc, il y a le leader qui est né leader, il a ça, c'est ce charisme-là, il est naturel en lui. Vous voyez, même quand il est à l'école, tout de suite, on veut qu'il soit le chef de classe. Tout à fait. Quand il est dans un groupe, tout de suite, on veut que ce soit lui qui conduise les autres. C'est un leader né. On parle alors de leadership inné. C'est en lui, c'est naturel. Des fois, lui, il ne veut pas. Mais on va aller le chercher. Vous voyez? Quand on va chercher chaussette Kayab le matin dit. Vous voyez, c'est comme ça en fait. Puis, il y a le deuxième leader. C'est le leader conditionné. Ce que j'appelle le leader conditionné, c'est généralement un leader qui est né dans un environnement de leadership. Donc, l'environnement dans lequel vous êtes peut influencer votre leadership. Exemple, Salomon. Salomon n'était pas un leader, Salomon était un peureux. C'était quelqu'un d'un peu qui se cache, etc. Saoul n'était pas un leader, mais d'ailleurs, quand on lui a dit qu'il va devenir roi, il s'est caché. Vous voyez? Donc, il y a l'environnement qui peut vous conditionner pour devenir le leader que vous êtes appelé à être. À ce moment-là, on parle aussi du leader désigné. C'est-à-dire que vous n'avez pas prévu, vous n'avez même pas en vous, mais les circonstances favorisent et vous êtes porté. Et puis, on peut devenir leader par apprentissage. On peut apprendre à devenir un leader. Et apprendre à devenir un leader, par exemple, vous verrez qu'il y a des exemples de personnes qui ont travaillé sur leur capacité à devenir des leaders. John Maxwell, qui est fils de pasteur, est devenu le leader qu'il est devenu, alors qu'au départ, il n'avait pas en lui ces capacités, ces ressources-là. Vous prendrez quelqu'un comme Martin Luther King, qui à un moment donné était simplement un pasteur et s'est dit comment je peux répondre au problème de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a étudié des livres, il a lu et il est devenu le leader qu'il doit devenir. Donc oui, pour moi, le leadership a trois dimensions. Soit je n'ai leader, soit je suis influencé par mon milieu, soit j'apprends à devenir leader. Il existe des programmes de leadership.
il existe des écoles de leadership. Et le coach, justement, peut vous aider à faire manifester le leader qui est caché en vous si vous faites accompagner efficacement. Alors, c'est ce que vous êtes venu faire ici à Kinshasa, à JK Corporation, que dirige Madame Gisèle Attal. Vous a fait venir ici pour partager avec les Congolais, pour faire découvrir aux Congolais que c'est un peuple qui doit se réveiller pour que l'Afrique puisse se réveiller, parce que vous avez parlé de l'Afrique centrale, c'est l'oreille. Alors, nous devons être un peuple qui doit écouter. Alors, où est-ce que vous allez vous déployer? Où est-ce que vous allez déployer vos ailes et comment ça va se faire en fait? Alors, j'ai un rendez-vous pour moi qui était un rendez-vous divin avec tous ceux et celles qui tombent maintenant sur cette émission. Vous savez, si vous tombez sur cette émission en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard. Il ne faut même pas zapper. Je crois que vous faites peut-être une prière. Je crois que vous êtes à la recherche de quelque chose et cette émission vient répondre exactement à l'attente que vous avez. Voyez, nous allons ce vendredi 13. Généralement, les superstitieux disent que le vendredi 13, c'est un jour un peu bizarre. Et nous avons choisi ce jour-là pour faire en sorte que le leader caché en toi se manifeste. Nous avons voulu que ce jour-là soit un moment où on rassemble un maximum de personnes. Et ce n'est pas dans un endroit caché. Nous serons donc à l'hôtel de la paix. Je pense que les informations vont s'afficher. Et nous serons dans cette salle-là où nous avons prévu seulement parler à 200 personnes. Après, il faut s'inscrire rapidement. Pour faire partie, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes au sommet de la réussite. Donc, il faut tout faire pour faire partie de ces 200 personnes. Et à ces 200 personnes, nous allons donner les secrets pour devenir une personne d'impact. Comment devenir une personne d'impact? Comment devenir une personne qui influence puissamment et positivement sa génération? Comment devenir donc le Joseph de votre famille finalement? Comment devenir le David de votre destinée? Comment devenir cet homme que vous êtes appelé à devenir? Comment réveiller cette mission de vie que vous avez? Et chacun d'entre nous a une mission de vie et c'est à cela que nous voulons véritablement travailler. Donc que vous soyez coach professionnel, que vous soyez coach amateur, que vous soyez quelqu'un qui aime l'écoute, l'empathie, aider les autres, si vous êtes simplement une personne qui aime le développement personnel, qui aime tout ce qui tourne autour de la personne humaine, si vous faites un métier d'accompagnement, si vous êtes peut-être même un pasteur, un prêtre, vous êtes un leader spirituel ou un leader religieux et que vous aimez véritablement aider les personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, ce rendez-vous est pour vous. Venez, nous allons partager ensemble 20 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des personnalités, 20 ans dans le domaine d'accompagnement donc des sommités, des personnes qui influencent ce monde grâce à l'accompagnement que nous leur apportons. Et je crois que c'est le moment aussi pour vous de devenir cette personne-là sur qui l'Afrique compte. Vous allez nous appeler à ce numéro qui s'affiche devant vos petits écrans pour entrer en contact avec JK Corporation afin que vous puissiez prendre part à ce grand rendez-vous de coaching, ce grand rendez-vous de réveil, parce que moi je le sais et je le sens et je l'ai toujours dit que l'Afrique a beaucoup plus à donner qu'à recevoir. Et voilà qu'aujourd'hui, ce que nous l'avions perdu. Voilà, nous sommes en train de renaître sur les cendres et nous sommes l'espoir. Nous sommes le refuge de ce monde. Non seulement dans les sous-sols, mais aussi au sol. Et vous voyez, c'est plus que de l'or. C'est plus que le diamant. C'est plus que le cobalt que nous venons de recevoir aujourd'hui, parce qu'à quoi sert d'avoir le cobalt et nous n'avons pas la possibilité de le transformer pour qu'il puisse travailler pour nous. Merci beaucoup, Master Coach. C'est moi. Ah, Jean-François Yoman, moi-même je suis venu, je me sens dédicacer en même temps. Ah, voilà, bien sûr, bien sûr, moi je croque de livres. Voilà, pendant que vous êtes en train de dédicacer l'ouvrage qui m'est destiné, nous allons inviter nos téléspectateurs à pouvoir suivre les différentes conférences que vous avez tenues à travers le monde, quelques séquences, quelques extraits, pour montrer votre dimension internationale. Et l'Afrique a de la chance de vous avoir comme Master Coach. Suivant. En fait, c'est juste ici au niveau de ton esprit que tu as accepté. Donc, la seule façon que tu as de commencer à t'aimer, c'est de décider. De décider que toi,
tu es une belle personne. C'est une décision que tu prends. Et la beauté, en fait, se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Et la première personne à te regarder, à te voir, ce n'est pas les autres. La première personne à te regarder, à te voir, c'est toi. Donc il faut que tu commences à te regarder comme cette personne extraordinaire que tu es. Tu es d'abord une créature de Dieu. Est-ce que je pourrais dire que Dieu s'est trompé en te créant? Je ne le pense pas non plus. Donc commence à te voir comme cette créature merveilleuse que Dieu a fait de toi. Commence à prendre conscience, mais est-ce que tu peux te lever un petit peu? Vraiment. 1m75. Mais tu as juste besoin en fait que chaque jour tu puisses exercer ton esprit à comprendre que tu es quelqu'un de spécial. Tu es une personne. Voilà. Merci beaucoup, je viens d'avoir, cher Josette, que ce livre t'aide à reprendre votre vraie identité. Merci beaucoup. Je vous dis, Master Coach, quand vous allez encore revenir, vous serez en face d'une autre Josette. Exactement. Merci beaucoup, mais une question de curiosité, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Pourquoi les leaders sont toujours incompris? Parce qu'ils sont en avance par rapport à leur temps, à leur époque. C'est une grande question. Oui. C'est une grande question et je vais te donner une petite illustration pour comprendre cela. Pour moi, le leader, c'est comme cette lumière. Essaie de regarder dans cette lumière. Ouais. C'est difficile, n'est-ce pas? Non, c'est difficile. Et donc, chaque leader, quand il est dans un environnement, il est comme cette lumière. Et généralement, les personnes qui n'aiment pas la lumière vont être dérangées par cette lumière. Et tout ce qu'elles essaient de faire, c'est éteindre la lumière. Et vous devez comprendre qu'il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et quand la lumière apparaît, ce sont les ténèbres qui doivent reculer. Donc vous devez comprendre que vous ne devez pas laisser les autres éteindre la lumière qui est en vous. Vous ne devez pas laisser les autres vous décourager par rapport à votre mission. Et ça sera certainement pas facile, mais comprenez que plusieurs destinées dépendent de vous. Comprenez que vous avez été cette personne choisie pour accomplir cette mission et que tous ceux qui accomplissent justement cette mission divine ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés et divinement assistés. Donc voici l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, ceux qui ont un niveau de leadership, ceux qui ont un niveau de grâce, sont parfois maltraités, mal vus et malmenés dans les environnements dans lesquels ils se retrouvent. C'est difficile de regarder la lumière. Je viens d'avoir le réconfort. La réponse à ce qui m'est à route. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse énormément. Alors, j'aimerais assez que vous puissiez avoir un message d'espoir à l'égard, à l'endroit de la jeunesse africaine. Une jeunesse qu'on a réduite peut-être à la mendicité. Je veux que vous puissiez en tout cas réveiller cette jeunesse-là. Et un mot également à la femme africaine que je dis, c'est une femme exceptionnelle. Exactement. Alors aujourd'hui, tous les indicateurs dans le monde tendent à montrer que l'Afrique est le continent de l'avenir pour deux raisons. Premièrement, par rapport à sa population, qui est l'une des populations les plus jeunes au monde. Or, nous savons que la jeunesse est l'avenir. Donc, l'avenir se trouve ici en Afrique. La deuxième raison, c'est que de plus en plus aujourd'hui, le continent africain est en train de se rendre compte de la richesse, non pas seulement liée au minerai, non pas seulement liée à son sous-sol, mais à la richesse de ses hommes. Il y a des hommes et des femmes d'impact que l'Afrique est en train de produire en grande quantité et ceci est un espoir. Je veux dire à un jeune qui m'entend que l'idéal n'est pas de tendre la main, mais l'idéal est de prendre cette même main et de permettre que cette main devienne une source de transformation de richesse. On peut partir de peu et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tellement de témoignages ici même sur notre continent d'hommes et de femmes qui sont partis de rien et qui sont devenus quelqu'un. Peu importe la famille de laquelle tu es né,
peu importe l'histoire que tu as, il est possible que tu deviennes quelqu'un d'important. Commence d'abord par une idée, commence d'abord par un projet. N'aie pas le sentiment que tu as besoin de centaines de milliers de dollars. Non, l'idée que tu as deviendra la source de ta richesse et la source de la richesse de ton continent. Identifie autour de toi un problème, identifie autour de toi une difficulté et cherche comment répondre à cette difficulté et ta vie ne sera plus jamais la même. Jeune Africain, jeune Africaine, plus besoin de prendre un bateau et de mourir dans les eaux. Jeune Africaine, plus besoin de vendre, n'est-ce pas, ton corps pour t'enrichir. L'heure est venue pour toi simplement d'accueillir en toi cette lumière de la connaissance. Et ta connaissance te transformera. D'ailleurs, il est dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. J'encourage tous les Africains qui m'entendent et qui m'écoutent, tous les jeunes Africains qui m'entendent et qui m'écoutent, à saisir ce message d'espoir et à commencer à confesser qu'ils sont capables de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils sont capables de devenir des champions, des héros et des conquérants. L'histoire de l'Afrique, chère sœur Josette, regorge d'histoires extraordinaires, d'épopées incroyables. Et je crois que cela n'appartient pas seulement au passé. Cela est pour aujourd'hui et cela est pour maintenant. Et que dire de la femme africaine? Oui, la femme africaine a toujours été extraordinaire. Beaucoup de gens me disent, me traitent de féministe. Et disent que je ne fais que supporter les femmes et les encourager. Mais en réalité, si vous lisez attentivement l'histoire de l'Afrique, en commençant simplement par l'Égypte, et vous verrez que jusque en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, les femmes ont toujours été à l'origine de plusieurs changements et de plusieurs transformations extraordinaires. Je me souviens des Amazones qui ont contribué puissamment à libérer l'Afrique de l'occupation. Je me souviens de cette Ougandaise. Lisez l'histoire de l'Ouganda. Une seule femme ougandaise a été capable de bouter dehors tous ceux qui attaquaient l'Ouganda. Les femmes africaines, je ne parlerai pas de la reine Ashanti du Ghana, je ne parlerai pas de toutes ces femmes. On parle exactement. Et même ici au Congo, des femmes extraordinaires ont marqué l'histoire du continent. Et c'est important aujourd'hui de redonner à la femme la place qui lui revient. Vous savez, il n'y a que seulement en 1970 que les droits de la femme ont été reconnus. Mais regardez, depuis 1970 que les droits de la femme ont été reconnus, des choses extraordinaires, des transformations extraordinaires sont en train de se produire. Et j'interpelle chaque femme à comprendre qu'elle a un rôle important à jouer. Non seulement en tant que porteuse de vie, mais aussi porteuse de destinée. Il faut que chaque femme prenne conscience que les autres femmes ne sont pas ses ennemis, mais ses sœurs. Et qu'ensemble, main dans la main, vous puissiez vous rendre compte que vous devez occuper des postes importants pour prendre des décisions importantes. Je rêve d'une Afrique où il y a des femmes présidents. Je rêve d'une Afrique où il y a des femmes ministres. Je rêve d'une Afrique où il y a des femmes députées. Je rêve d'une Afrique où il y a des femmes sénatrices. Et que ça ne devienne pas un fait extraordinaire de se dire, ah, il y a une femme présidente, ça devient normal. Normal que la femme qui a toujours été celle qui donne des conseils. Regardez, en Afrique, on dit la nuit porte conseil. Mais en réalité, qui donne le conseil pendant la nuit? C'est la femme. Donc les grandes décisions qui sont prises dans la journée sont des conseils qui ont été reçus de la femme pendant la nuit. Et c'est important que la femme, et ça c'est vraiment mon cri de cœur, que la femme soit la gardienne de la moralité. Ne permettons pas à toutes ces déviances que nous voyons dans le monde rentrer en Afrique, que la femme soit la gardienne des traditions, la gardienne des valeurs. L'Afrique se caractérise par des valeurs. L'Afrique se caractérise par une bonne moralité, une bonne probité. Et c'est la femme qui a ce rôle-là de l'éducation et de la formation. La femme restera le dernier rempart de la société, cette arrière-garde qui empêche justement les difficultés, les épreuves, la dérive. Et je crois que si tu es une femme et que tu as entendu ce message, tu dois te lever maintenant pour commencer à faire quelque chose. N'accepte pas la main tendue. N'accepte pas de dépendre. Et ça, je vais décourager beaucoup d'hommes. N'accepte pas de dépendre d'un homme. Comprends que tu as une identité. Comprends que tu as quelque chose de particulier en toi. Et que quand tu arrives dans la vie d'un homme, tu as une valeur ajoutée. Il faut qu'un homme ait peur de te perdre parce que quand il te perd, il perd quelque chose d'essentiel. Tu ne dois pas être une femme qu'on peut remplacer aussi facilement dans la vie d'un homme. Voilà ce que je peux te dire, femme africaine, femme de valeur. Que Dieu
te bénisse et que la dimension glorieuse qui est en toi se manifeste encore. Voilà ce que je peux dire comme message. Amen. Yes. Merci beaucoup, coach. Vous êtes bénis et Amen. toutes les femmes vous bénissent. Et vous savez que Dieu est passé par la femme pour régler le problème de l'humanité, même si le diable avait dévancé, mais l'essentiel est que la solution est venue par la femme. Tout à fait. Et la femme doit comprendre le rôle qu'elle est appelée à jouer dans cette société, surtout dans la société africaine. Vous avez cité les noms de beaucoup de femmes. Nous sommes passés par là et les femmes là continuent à naître et nous sommes là. Tenons-nous la main dans la main pour que nous puissions construire ces beaux pays, ces beaux continents. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi tout également. cœur. Et vous avez non seulement prophétisé, vous avez donné des paroles de connaissance, vous avez construit des vies. Et moi, à mon tour, je vous bénis. Amen, je J'ai reçois. dit à votre Dieu de vous accompagner, que Amen. vous alliez, en tout cas, de grandeur en grandeur, Amen. que cette gloire-là qu'il avait réservée pour vous avant que vous soyez nés, mais vous connaissez que cette grandeur-là puisse vous atteindre et que vous puissiez luire et faire luire. Merci. Je dis yes à cette parole.